publics. On a parlé de sécurité sociale, retraite, enseignement, les infirmières, les hôpitaux, etc. Mais quand vous avez de la fièvre, est-ce que vous incriminez le thermomètre? Non, vous vous demandez quelles sont les causes profondes de ce qui vous arrive. Et les causes profondes, en fait, on en parle très peu dans les médias, c'est ça. C'est un rapport qui est émis par la Commission européenne chaque année. Ça s'appelle le rapport des grandes orientations politiques économiques. Donc c'est publié par la Commission chaque année en mai. Et il y a un rapport comme ça pour chaque pays. Alors on va se concentrer sur la question des retraites, puisque c'est vraiment le sujet du jour, enfin d'actualité. Je vous lis ce qui est mis. Excusez-moi. Petit accessoire. Alignement des différents régimes de retraite des secteurs publics et privés réduirait de plus de 5 milliards d'euros les dépenses publiques à l'horizon 2022. Est-ce qu'on vous a expliqué dans les médias que l'objectif c'est d'économiser 5 milliards d'euros par an avec cette réforme? Je ne crois pas. Alors ce rapport, en fait, que je vous ai dit, il est publié en mai de chaque année. Et il y a un service de l'État, dont personne ne parle, le secrétariat général aux affaires européennes, qui pendant les 11 mois qui suivent, prépare les réformes pour mettre en application ces grandes orientations politiques économiques. Et donc, il publie en avril donc, de l'année suivante ce qu'on appelle le Programme national de réforme. Je ne l'ai pas là, c'est un document qui fait 300 pages. Et chaque année, on a ce document qui est publié en avril, avec les réformes qui correspondent à la mise en application de ces GOPE. C'est l'acronyme qu'on utilise pour ce document. En avril. Donc, chaque année, ça arrive. Et en avril 2017, ce rapport PNR, Programme national de réforme, a été publié entre les deux tours des présidentielles. Et dans ce rapport, on nous annonce des réformes pour les mois et les années à venir. Ça veut dire que quel que soit le président qui allait être élu en avril 2017, on a la même politique. Et ça a été pareil en 2012. Donc aussi incroyable que ça puisse paraître, qu'on ait eu au final Fillon, Macron, Le Pen, etc., c'était la même politique économique. C'est absolument incroyable, mais c'est la vérité. Alors pour vous le prouver, il se trouve qu'avant que ce PNR soit publié, il est soumis aux syndicats, 3 semaines avant sa publication. Vous pensez bien qu'un document qui fait plus de 300 pages avec des réformes colossales, en 3 semaines, on ne peut même pas le corriger en fonction de ce que disent les syndicats. Et voilà ce que disent les syndicats. Contribution de la CGT au PNR 2013, parce que ça remonte très loin, ça a commencé en 2005, cette mécanique que je vous décris. Écoutez bien. C'est la CGT qui dit ça. Le programme national de réforme est donc le reflet de cette politique néfaste. La France se retrouve dans un exercice qui consiste à montrer à la Commission européenne sa bonne volonté quant à des recommandations d'essence libérale basées sur la libéralisation. Je poursuis. Toujours la CGT. Alors que le changement de président et de gouvernement en France aurait dû s'accompagner d'un changement fondamental de politique dans un cadre européen, notamment par une réorientation vers une politique de croissance, force est de constater que la France se borne à suivre les recommandations, ils l'ont mis entre guillemets, les recommandations de la Commission européenne. Alors, recommandations, oui, c'est le terme qui est employé. C'est d'ailleurs ce qui nous est opposé quand on parle de ça. Des journalistes disent « Ah oui, mais ce ne sont que des recommandations ». En fait, les gens qui disent ça n'ont jamais lu les textes, n'ont jamais lu les traités européens. En fait, d'une part, ces recommandations, nos gouvernements européistes sont d'accord pour les mettre en application. Ensuite, quand on regarde l'historique de cette mécanique GOPE, PNR, tous les ans, aucune des recommandations n'est rejetée. Il n'y a jamais écrit dans le PNR à négocier, reporter, refuser. Jamais. Et puis de toute façon, si on avait un petit hurluberlu qui se retrouvait président, s'il avait l'idée saugrenue de refuser de mettre en place une de ces recommandations, eh bien, la France aurait une pénalité de 0,2% du PIB. Donc, on ne s'amuse pas à ça. Je poursuis. Contribution de la CFDT au PNR 2016. Nous avons conscience que le PNR doit faire le point sur la mise en œuvre des recommandations.
Ensuite, la CGT toujours, PNR 2017. Par ailleurs, les réformes se sont inscrites assez fidèlement dans les recommandations faites par la Commission européenne. Les allègements de cotisations, la stagnation des salaires, le travail du dimanche, la question des seuils, différentes libéralisations notamment touchant des professions réglementées, et bien sûr l'obsession des déficits ont figuré année après année dans les recommandations. Je poursuis, il y a la contribution du CESE. Le CESE, c'est le Conseil économique, social et environnemental. C'est un gros organisme où on va recaser les hommes politiques qui n'ont pas de boulot. Et il y a dedans un certain nombre de syndicalistes. Donc la contribution du CESE au PNR 2017, ils nous disent le PNR qui constitue la réponse du gouvernement aux recommandations reflète cette absence d'analyse critique et de distance par rapport au point de vue exprimé par la Commission. Comme le CESE l'avait relevé l'an dernier, le plan adopté pour le PNR classe les 5 défis économiques majeurs dans l'ordre retenu par la Commission européenne et non dans celui affiché comme priorité par le gouvernement. Ainsi, la question du redressement des comptes publics apparaît toujours en première position, alors que le gouvernement affirme par ailleurs que les priorités sont l'emploi, la croissance, l'investissement, la transition écologique. Et en fait, je finis par le clou du spectacle, la contribution du CNLE. C'est le Comité national de lutte contre les exclusions, et c'est un service du Premier ministre. Vous allez voir le délire. Donc, contribution du CNLE au PNR 2017. Comme l'an dernier, le CNLE note que l'application d'un tel programme a été inefficace à endiguer une divergence sans cesse croissante entre les États membres. Le CNLE note également que ces recommandations correspondent à l'énoncé répétitif de recettes de politique économique dont l'efficacité est mise en cause par de nombreux économistes. C'est un service du Premier ministre qui dit ça. C'est complètement schizophrène. Alors maintenant, concernant cette réforme de retraite, ce qui va se passer, c'est comme on l'a vu, notamment monsieur l'a très bien décrit, avec cette histoire de points, on va se retrouver avec une retraite minable. Donc on va se dire, je vais cotiser à une caisse d'assurance, vous voyez. Et ça tombe bien, puisque la Commission a prévu quelque chose. Vous avez un texte qui est un règlement européen. J'en ai pris que 2 pages, ça en fait 63. C'est un texte qui a été adopté par le Parlement européen le 4 avril 2019. Les candidats sortants et entrant aux élections européennes de l'an dernier, c'était en avril, ils n'en ont pas parlé de ça. Donc le Parlement a dit OK pour ça. Ce document, c'est un règlement. Alors un règlement, contrairement à une directive, ça s'applique directement dans les États membres. Ça ne passe pas par le Parlement. Règlement relatif à un produit pan-européen d'épargne retraite individuelle. Tout est prêt. Dans un an, on va vous présenter ce qu'on appelle les PEPP. Ça va être des plans de retraite individuels en capitalisation. Retenez ce nom, PEPP, vous en entendrez parler. Donc c'est prêt, et c'est pas nouveau, parce que ça, c'est quelque chose qui est en préparation depuis une directive de 2014. Donc les mecs voient très loin. Et comme je vous disais, quels que soient les gouvernements que l'on va élire, c'est la même politique. Donc ça a été en fait validé par le Parlement européen. Ensuite, le Conseil européen a validé ça le 20 juin 2019. Et juste pour vous donner une idée, le Conseil européen, c'est qui? Ça dépend, enfin c'est quelqu'un qui représente chaque État. Et pour voter ce texte PEPP, qui a pris cette décision en notre nom, eh bien, c'est la directrice, je vais vous dire ça, celle qui a représenté la France pour ce vote, c'était Madame Odile Renaud-Bassot. Quelqu'un sait qui c'est? C'est la directrice du Trésor. Donc elle n'est pas élue, on ne l'a pas mandatée pour ça, et c'est elle qui a engagé la France pour ce PEPP. Donc vous l'aurez. Alors maintenant, on peut aller plus loin. Là, je vous ai parlé du GOPE 2018. Et pour finir, je vais vous parler des GOPE 2019, puisque je peux vous dire, l'une des réformes qui va arriver l'an prochain, et ça rejoint notre sujet,
Écoutez bien, voilà ce qui arrive. Une nouvelle réforme du système de santé a été annoncée à l'automne 2018 et un projet de loi présenté le 13 février 2019. Cette réforme ne pourra réussir que si un cadre juridique et organisationnel clair, créant les bonnes incitations et promouvant la collaboration entre les acteurs publics et privés est mis en place. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire, que tout est perdu. Ah si, nous on préconise une solution, c'est le Brexit, sortir de l'Union européenne. Parce que quand on présente ça et que les gens ont la patience d'écouter ou de lire, on nous dit ah, il faut changer la règle. Tout ce que je vous ai décrit, c'est consécutif à une règle du jeu qui s'appelle les traités européens. Donc pour changer la règle, il faut changer les traités européens. Et dans les traités européens, il y a un article, l'article 48, qui dit que pour changer les traités, il faut l'unanimité. Et donc il y a des pays, comme le Luxembourg, qui sont spécialisés dans les activités financières. Vous pensez bien qu'ils ne vont jamais voter contre des mesures de privatisation. Et tous les sujets sont comme ça. Donc c'est un système auto-bloquant. Donc il n'y a qu'une solution, c'est en sortir. On ne peut pas vouloir une chose et se plaindre de ses conséquences. Allez.